Un camion-benne est une plateforme industrielle mobile conçue pour résoudre simultanément plusieurs problèmes. Il doit circuler dans des rues étroites, s'arrêter des centaines de fois par jour, transporter des matériaux irréguliers, résister aux liquides corrosifs, compacter les déchets sans tomber en panne, protéger les conducteurs et décharger des tonnes de matériaux en quelques minutes seulement. Le châssis constitue la base du véhicule. C'est la structure qui supporte l'ensemble. Le moteur, la transmission, les essieux, la suspension, la cabine et la benne y sont montés. Dans de nombreux cas, le châssis provient de constructeurs de poids lourds, tandis que la benne est fabriquée par des entreprises spécialisées dans les équipements de collecte des déchets. Cette combinaison permet d'adapter un même type de camion à différentes méthodes de collecte. Le moteur doit supporter un type de fonctionnement très différent de celui d'un camion routier. Un semi-remorque circulant entre les villes maintient une vitesse relativement constante pendant de longues périodes. Un camion-benne, en revanche, ne parcourt que quelques mètres, s'arrête, accélère à nouveau, active les systèmes hydrauliques, freine une fois de plus et répète le cycle pendant des heures. Ce rythme de fonctionnement soumet le moteur, la transmission, les freins et le système de refroidissement à rude épreuve. La benne est l'élément central et visible du véhicule. Elle comprend une trémie de chargement, une chambre de compactage, une cuve de stockage et un système d'éjection. La trémie est l'ouverture où sont déposés les sacs, les conteneurs ou les déchets en vrac. Sur les camions à chargement arrière, cette ouverture se situe à l'arrière. Sur les camions à chargement latéral, elle est située sur le côté. Sur les camions à chargement frontal, elle est alimentée par le haut grâce à de grands bras qui soulèvent les conteneurs industriels. La cuve de stockage ressemble à une boîte fermée, mais sa structure interne est conçue pour résister à des pressions énormes. Il ne peut s'agir d'une simple boîte métallique rectangulaire. Les déchets exercent une pression irrégulière sur les parois. Les liquides s'accumulent au fond, les objets durs heurtent l'intérieur et le compactage génère des contraintes répétées. C'est pourquoi on utilise des aciers à haute résistance, des renforts structurels, des soudures robustes et des surfaces qui réduisent les points de pression. Le système hydraulique alimente la quasi-totalité du système. Une pompe hydraulique récupère l'énergie mécanique du moteur, généralement via une prise de force, et met l'huile sous pression. L'huile circule par des tuyaux et des vannes jusqu'à des vérins qui actionnent des plaques, lèvent des bras, ouvrent des portes et activent des mécanismes de décharge. Le principe physique est simple, mais son application est puissante. Un fluide sous pression transmet une force contrôlée, et cette force peut être multipliée pour déplacer des pièces pesant des centaines de kilogrammes. Le système de compactage est un élément essentiel. Dans un camion à chargement arrière, les déchets tombent dans la trémie. Une plaque ou une lame de balayage aspire alors les déchets vers l'intérieur. Une plaque de compactage les plaque ensuite contre les déchets déjà stockés. À chaque cycle, les ordures sont légèrement plus compressées. Les sacs se déchirent, l'air s'échappe, les objets creux sont écrasés et le volume total diminue. Le compactage ne vise pas à détruire complètement les déchets, mais plutôt à optimiser la capacité du camion. Une ville n'a pas besoin de transporter de l'air. Une grande partie des déchets ménagers occupe un volume important, car ils sont remplis d'espaces vides. Sacs gonflés, cartons dépliés, contenants en plastique, débris végétaux et objets en vrac forment une masse très volumineuse. En les compactant, le camion peut collecter les déchets de beaucoup plus de foyers avant de retourner les décharger. Le taux de compactage varie selon le type de déchets. Le carton et les plastiques légers sont considérablement réduits. Les restes alimentaires et les matières humides sont moins compressés, car ils sont déjà denses. Les objets rigides, comme le bois épais ou le métal, peuvent résister à l'écrasement et provoquer des obstructions s'ils sont trop nombreux. C'est pourquoi certains systèmes trient les déchets encombrants et les collectent avec des véhicules spéciaux. Un autre élément moins visible est le système de collecte des lixivia. Lors du compactage des déchets, des liquides se libèrent. Ces liquides peuvent provenir de restes alimentaires, de bouteilles mal fermées, de sacs déchirés, d'eau de pluie accumulée ou de matières organiques en décomposition. Ces liquides ne doivent pas se déverser librement sur la chaussée. Le camion est équipé de canaux et de compartiments qui les retiennent partiellement jusqu'au déchargement. Malgré cela, un entretien insuffisant ou une surcharge peuvent entraîner l'apparition de traînées sombres et nauséabondes derrière certains véhicules. La cabine fait également partie intégrante du système. Elle doit offrir une bonne visibilité, des commandes accessibles, une communication efficace avec les opérateurs et une grande robustesse. De nombreux camions modernes sont équipés de caméras,
de capteurs de proximité, de systèmes de pesage, d'affichage d'itinéraires, de commandes externes et de boutons d'arrêt d'urgence. Le véhicule circule à proximité de piétons, de voitures stationnées, de cyclistes, de poteaux, de câbles électriques, d'arbres et de conteneurs mal positionnés. La sécurité dépend autant du fonctionnement du véhicule que de la coordination humaine. La collecte commence bien avant l'arrivée du camion dans le quartier. Dans les centres opérationnels, les itinéraires, les horaires, les équipes, les types de déchets et les zones de déchargement sont définis. Un camion ne circule pas au hasard dans la ville. Son itinéraire est conçu pour couvrir le plus grand nombre de points possible, en minimisant le temps, la consommation de carburant et l'usure du véhicule. Les itinéraires sont généralement divisés en secteurs. La fréquence de collecte de chaque secteur dépend de la densité de population, du type d'activité économique, de la production de déchets et des conditions sanitaires. Un quartier résidentiel peut nécessiter une fréquence différente de celle d'une zone commerciale ou de restauration. Un marché produit de grandes quantités de déchets organiques. Une zone de bureau génère davantage de papier, d'emballage et de déchets ménagers courants. Une zone industrielle peut être soumise à des réglementations spécifiques. Lorsque le camion s'engage dans une rue, l'opération devient presque chorégraphiée. Dans les systèmes traditionnels à chargement arrière, un ou plusieurs opérateurs descendent du camion ou prennent place sur des plateformes extérieures autorisées par la réglementation locale. Ils prennent des sacs, des petits conteneurs ou des réceptacles et les vident dans la benne. Le conducteur avance lentement, s'arrête à chaque point et communique constamment avec son équipe. Les camions à ordures à chargement arrière offrent une plus grande flexibilité. Ces conteneurs permettent la collecte de sacs en vrac, de déchets irréguliers et de récipients de tailles diverses. De ce fait, ils sont courants dans les quartiers, aux rues étroites ou aux systèmes de collecte moins standardisés. Leur principal inconvénient réside dans leur forte dépendance à l'effort physique humain. Les opérateurs soulèvent des charges lourdes, sont exposés à la circulation, aux objets tranchants, aux liquides contaminés et effectuent des mouvements répétitifs. C'est pourquoi de nombreuses villes ont opté pour des conteneurs standardisés et des systèmes mécanisés. Les camions à chargement latéral utilisent un bras robotisé situé sur le côté du véhicule. Le conducteur aligne le camion avec le conteneur, active le système, le bras saisit le conteneur, le soulève, le vide dans la trémie et le repose au sol. Sur certains modèles, une seule personne peut gérer l'ensemble du processus depuis la cabine. Cela réduit l'exposition au travail et accélère la collecte, mais nécessite des rues adaptées, des conteneurs compatibles et un positionnement précis. Si une voiture stationnée bloque le conteneur, le système perd en efficacité. Les camions à chargement frontal utilisent de grands conteneurs, courants dans les zones commerciales, résidentielles, industrielles, légères et les zones à forte production de déchets. Ils sont équipés de 2 bras avant qui s'insèrent dans les logements latéraux du conteneur. Ils le soulèvent ensuite au-dessus de la cabine et le vident dans le toit du camion. Le mouvement paraît simple, mais il exige une grande stabilité. Soulever un conteneur lourd au-dessus du véhicule modifie le centre de gravité. C'est pourquoi la conception du châssis, la répartition du poids et les limites de charge sont essentielles. Dès que les déchets pénètrent dans le camion, une transformation physique commence. La trémie reçoit une grande variété de matériaux. On y trouve des sacs souples, des cartons, des déchets organiques, des bouteilles, des tissus, de la poussière, des branches, des petits appareils électroménagers mal rangés et des objets qui n'auraient jamais dû s'y trouver, comme des piles, des aérosols, des produits chimiques, du verre et des déchets médicaux. Le camion est conçu pour traiter divers matériaux, mais pas pour neutraliser tous les risques. Les objets dangereux constituent l'un des plus grands problèmes cachés. Une batterie au lithium peut s'enflammer si elle est percée pendant le compactage. Une bombe aérosol peut exploser sous la pression. Des éclats de verre peuvent blesser un opérateur avant même d'entrer dans la trémie. Un produit chimique peut réagir avec d'autres déchets. En surface, les ordures apparaissent comme une masse uniforme. À l'intérieur du camion, cependant, chaque objet présente des risques. Lorsque la trémie atteint un certain niveau, le cycle de compactage s'active. Dans les camions modernes, ce processus peut être automatique, semi-automatique ou manuel. La plaque collecte les déchets et les pousse dans la chambre principale. Le bruit métallique et le craquement des sacs écrasés indiquent que le système réduit le volume. À chaque cycle, la résistance augmente. Au début, les matériaux pénètrent facilement. Puis,
À mesure que la benne se remplit, le compacteur doit pousser contre une masse de plus en plus dense. La pression interne n'est pas parfaitement répartie. Les ordures se comportent comme un matériau chaotique. Ce n'est ni un liquide, ni un solide uniforme, ni du sable sec. C'est un mélange d'objets qui se déforment, se cassent, se bloquent et se tassent. Cette irrégularité explique pourquoi certains camions semblent se remplir prématurément ou pourquoi certains chargements rendent le compactage difficile. Une grande quantité de carton non plié peut occuper un espace considérable. Un chargement de déchets humides peut devenir très lourd avant même d'avoir atteint le volume disponible. Le poids est tout aussi important que le volume. Un camion poubelle peut avoir de l'espace libre et ne pas avoir besoin de poursuivre son chargement s'il atteint la limite de poids autorisée. Le dépassement de cette limite endommage les essieux, les freins, les pneus et la chaussée. Il augmente également la distance de freinage et le risque de renversement. C'est pourquoi de nombreux systèmes intègrent des balances sur le véhicule ou des dispositifs de contrôle dans les centres de transfert. Le camion n'est pas seulement chargé en volume, mais aussi en masse. La collecte des ordures ménagères en milieu urbain est constamment confrontée à un ennemi, le temps. Chaque arrêt ajoute des secondes. Chaque conteneur obstrué ajoute des minutes. Chaque rue encombrée réduit l'efficacité. Chaque manœuvre de marche arrière augmente les risques. C'est pourquoi les itinéraires sont généralement organisés en fonction de la circulation, des heures creuses et de l'emplacement des points critiques. Dans les zones densément peuplées, la différence entre un itinéraire bien conçu et un itinéraire improvisé peut représenter des milliers de litres de carburant par an. L'exploitation dépend également du comportement des usagers. Lorsque les déchets sont déposés en dehors des heures de collecte prévues, les conteneurs débordent. Lorsque des matières dangereuses sont mélangées aux ordures ménagères ordinaires, les risques pour les employés et les installations augmentent. Lorsque des voitures bloquent les conteneurs, le camion perd du temps ou laisse des déchets non ramassés. En cas de pluie, les ordures sont plus lourdes et les liquides se multiplient. La machine a beau être puissante, elle évolue dans un écosystème urbain imprévisible. Le compactage est essentiel au bon fonctionnement des camions poubelles. Sans lui, la collecte moderne des déchets serait beaucoup plus lente, plus coûteuse et plus polluante. Un camion sans compacteur devrait décharger beaucoup plus souvent, parcourir de plus longues distances et utiliser davantage de véhicules pour collecter la même quantité de déchets. Le compactage transforme un problème de volume en un problème de densité. Le principe repose sur la réduction des espaces vides. De nombreux sacs poubelles contiennent de l'air entre les objets. Une boîte occupe le même espace, qu'elle soit vide ou pleine, jusqu'à ce qu'elle soit écrasée. Une bouteille en plastique conserve sa forme grâce à sa rigidité et non à son contenu. Un sac contenant des contenants divers paraît volumineux, mais une grande partie de son volume est vide. Lorsque la plaque du compacteur se comprime, ces espaces vides disparaissent. Le système hydraulique permet d'appliquer la force de manière contrôlée. La pompe envoie de l'huile sous pression aux vérins. Ces derniers actionnent des bras ou des plaques articulées. Des vannes régulent la direction, la vitesse et la séquence. Si la pression dépasse une limite, une soupape de décharge protège le système. Sans cette protection, un blocage pourrait rompre les tuyaux, déformer des pièces ou endommager la structure. Dans les camions à chargement arrière, le mécanisme comporte généralement deux mouvements principaux. Tout d'abord, une plaque de balayage récupère les déchets de la trémie. Ensuite, une plaque de compactage les pousse dans la benne. Sur certains modèles, les deux plaques fonctionnent en séquence, à la manière d'une mâchoire mécanique. Les matériaux sont aspirés, comprimés et déplacés. Ce cycle se répète des centaines de fois par jour. Le bruit du compactage en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur. Un craquement sec peut provenir de cartons ou de petits meubles. Des cliquetis aigus peuvent indiquer la présence de plastique rigide. Des bruits métalliques peuvent indiquer la présence d'objets non conformes. Les liquides provoquent des éclaboussures et des gouttes. Bien que l'opération semble uniforme, chaque chargement produit une réaction différente. La pression ne se contente pas d'écraser, elle mélange également les déchets. Un sac scellé peut se déchirer, libérant son contenu et le mélangeant à d'autres. Les matières organiques adhèrent au papier et au carton. Les liquides s'infiltrent dans les matériaux secs. Les fragments de verre se dispersent. C'est pourquoi, lorsque des ordures ménagères sont chargées dans un camion compacteur, le tri ultérieur devient beaucoup plus difficile. Le compactage améliore le transport, mais il complique la valorisation des matériaux s'il n'y a pas eu de tri préalable. C'est l'un des paradoxes du système.
Pour transporter les déchets efficacement, le camion doit les compacter. Pour recycler plus efficacement, les matériaux doivent être propres et triés. C'est pourquoi de nombreuses villes utilisent des camions différents pour les déchets secs, les déchets organiques, les déchets verts, les objets encombrants et les matières recyclables. Un camion de recyclage peut compacter moins ou avec moins de force, afin d'éviter d'endommager les matériaux précieux. Une bouteille en verre cassé perd de la valeur et contamine d'autres flux de déchets. Le carton propre mélangé à des restes alimentaires n'est plus recyclable dans de nombreux procédés. Le compactage génère également de la chaleur par friction et déformation, même si les températures n'atteignent généralement pas des niveaux extrêmes. Le véritable risque thermique survient lorsque des matériaux réactifs pénètrent dans le système. Les batteries au lithium, les cendres chaudes, les braises mal éteintes, les aérosols ou les produits chimiques peuvent provoquer des incendies à l'intérieur du chargement. Un incendie dans un camion-benne est particulièrement dangereux car les déchets sont compactés, mélangés et contiennent de nombreux petits combustibles. Le feu peut brûler lentement à l'intérieur avant d'être visible. En cas de détection de fumée ou d'incendie, il est souvent recommandé de décharger le contenu dans une zone sécurisée, à l'écart des bâtiments et des véhicules. Éteindre un incendie à l'intérieur du compacteur peut s'avérer difficile. L'eau ne pénètre pas toujours jusqu'à la source du feu et le compactage en limite l'accès. De plus, certains déchets peuvent réagir avec l'eau ou libérer des gaz irritants. Les ordures ménagères ordinaires, dans certaines conditions, deviennent un matériau chimiquement imprévisible. Le compactage a ses limites. Si un objet trop volumineux ou rigide pénètre dans le système, il peut obstruer la trémie. Si le matériau est extrêmement lourd, il peut surcharger le système. En cas de trop grande quantité de déchets humides, le chargement atteint la limite de poids avant que le volume ne soit rempli. Si les branches longues ou les morceaux allongés prédominent, ils peuvent se coincer dans les compacteurs. C'est pourquoi il existe des camions spécifiques pour les déchets verts, les gravats ou les objets encombrants. La densité de chargement final dépend de la conception du camion et du type de déchets. Un compacteur performant peut transporter plusieurs tonnes en un seul voyage. Cette capacité réduit le nombre de trajets vers la déchetterie. Moins de trajets signifie moins de carburant, moins d'émissions, moins d'embouteillage et une réduction des heures de fonctionnement. Dans une grande ville, cela représente des dizaines, voire des centaines de camions par jour. Le système de compactage fonctionne dans des conditions extrêmes. Il est soumis au choc, à l'humidité, à la corrosion, à la poussière, à la graisse, aux débris organiques et aux objets abrasifs. Les flexibles hydrauliques sont constamment sous pression. Les joints peuvent s'user, les plaques peuvent se déformer. Les charnières et les articulations nécessitent une lubrification. Une panne hydraulique peut immobiliser le camion, et un camion immobilisé peut perturber l'ensemble d'un itinéraire. Dans de nombreuses grandes villes, le camion poubelle ne se rend pas jusqu'à sa destination finale. Ce serait inefficace. Les décharges ou les principales usines de traitement sont généralement éloignées du centre-ville. Si chaque petit camion devait parcourir cette distance plusieurs fois par jour, des heures de travail seraient perdues et une quantité excessive de carburant serait consommée. C'est pourquoi les centres de transfert existent. Un centre de transfert sert de point intermédiaire. Le camion de collecte y entre, est pesé et décharge son contenu dans une plateforme, une fosse ou une trémie. Ensuite, d'autres équipements chargent ces déchets dans des véhicules plus grands, tels que des semi-remorques, des conteneurs compactés ou des wagons. Le principe est similaire à celui du transport de passagers ou de marchandises. Les petits véhicules collectent dans les zones densément peuplées. Les gros véhicules prennent en charge les trajets plus longs. La pesée est un élément fondamental. À l'entrée et à la sortie du centre, le camion passe sur une balance. La différence entre les deux poids indique le tonnage déchargé. Ces données servent à optimiser les itinéraires, à payer les contrats, à calculer les redevances, à détecter les anomalies et à planifier la capacité. Les ordures, qui dans la rue ne semblent être qu'un problème visuel, se transforment en données. Des tonnes par quartier, par jour, par saison, par type de tournée. Le déchargement du camion est un autre moment d'une force mécanique considérable. Sur de nombreux modèles, l'arrière s'ouvre grâce à des vérins hydrauliques. Ensuite, une plaque d'éjection interne propulse la masse compactée vers l'extérieur. Cette plaque parcourt toute la longueur du camion, de l'avant à l'arrière, déplaçant les déchets comme un piston géant. Le chargement tombe d'un seul bloc, se désagrège et libère les odeurs, les vapeurs et les liquides accumulés.
Le déchargement révèle la véritable nature du contenu. Ce qui n'était autrefois que des sacs séparés dans la rue est devenu un amas hétéroclite. Fragments de plastique, carton, déchets organiques, textiles, emballages et objets difformes sont désormais facilement identifiables. Le compactage crée des strates, à l'image d'une géologie urbaine artificielle. Chaque section peut contenir des déchets provenant de différents quartiers, moments de la journée et activités. Dans un centre de tri, machines et employés s'efforcent de récupérer les matériaux utiles. Tapis roulants, séparateurs magnétiques, tamis, courants d'air, capteurs optiques et bras robotisés séparent les métaux, les plastiques, le carton et autres matériaux. Mais plus les déchets arrivent mélangés et sales, plus la récupération est difficile et coûteuse. C'est pourquoi le tri à la source a un impact si important. Les déchets propres sont une ressource. Les déchets contaminés peuvent devenir des ordures ménagères. Si les déchets sont triés en différentes matières organiques, ils peuvent être compostés ou digérés anaérobiquement. Lors du compostage, des micro-organismes transforment les restes alimentaires, les déchets verts et les matières biodégradables en un produit stable semblable à un sol fertile. Lors de la digestion anaérobie, la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène, produisant du biogaz, un mélange riche en méthane pouvant servir à produire de l'énergie. Dans les deux cas, le camion de collecte des déchets organiques doit veiller à ne pas les mélanger avec du plastique, du verre ou des produits chimiques. Si la ville a recours à l'incinération avec récupération d'énergie, les déchets sont brûlés dans des fours à température contrôlée. La chaleur produite génère de la vapeur, qui actionne des turbines pour produire de l'électricité ou du chauffage urbain. Ce système réduit considérablement le volume final, mais exige un contrôle strict des émissions, une filtration des gaz et une gestion rigoureuse des cendres. Il ne s'agit pas d'une simple combustion d'ordures, mais d'une opération industrielle complexe impliquant des températures contrôlées, des filtres, des réacteurs chimiques et une surveillance constante. Lorsque les déchets sont destinés à la décharge, ils sont déposés dans des alvéoles conçus pour les isoler de l'environnement. Une décharge moderne ne saurait être un simple dépotoir. Elle est dotée de couches imperméables, d'un système de drainage des lixivias, d'un dispositif de captage des gaz, d'une couverture quotidienne et d'un système de surveillance environnementale. Malgré tout, elle reste le dernier maillon d'une chaîne visant à réduire les impacts environnementaux. Les déchets enfouis ne disparaissent pas. Ils se transforment lentement, libèrent des gaz, produisent des liquides et occupent de l'espace pendant des décennies. Le camion poubelle n'est donc pas la fin du processus. Il représente le premier maillon visible de cette chaîne. Son déchargement initie une nouvelle étape de manutention, de tri, de traitement ou d'élimination finale. Chaque décision prise avant la collecte influence la suite des opérations. Une bouteille correctement triée peut être recyclée. La même bouteille, mélangée à des déchets organiques, peut finir enfouie. Des déchets dangereux jetés dans un sac ordinaire peuvent endommager une machine, blesser un employé ou provoquer un incendie. Après le déchargement, le camion peut reprendre sa tournée s'il le peut. Dans certains cas, il est nettoyé ou inspecté rapidement. Dans d'autres cas, le camion retourne au dépôt à la fin de son service. Son efficacité se mesure en tonnes collectées, kilomètres parcourus, carburant consommé, heures travaillées, incidents signalés et respect des itinéraires. Un système de collecte n'est pas évalué uniquement sur la propreté des rues, mais aussi sur le coût de cette propreté et le traitement ultérieur des déchets. La ville voit le camion s'éloigner et pense que le problème est résolu. En réalité, les ordures ont à peine changé d'emplacement. Elles sont passées du trottoir à la machine, de la machine à la station de tri, puis de la station à l'usine de traitement ou à la décharge. Ce trajet complet peut durer des heures, des jours, voire des années, selon la destination finale des déchets. Ce qui disparaît devant la porte d'une maison entre dans une infrastructure silencieuse qui fonctionne à l'échelle métropolitaine. Il existe plusieurs types de camions à ordures, car les déchets et les rues ne présentent pas tous les mêmes problématiques. La collecte des sacs poubelles dans un quartier étroit ne nécessite pas le même véhicule que celle des conteneurs commerciaux, des matières recyclables, des déchets verts, des gravats ou des encombrants. Le camion à chargement arrière est l'un des plus courants. Son principal avantage réside dans sa polyvalence. Il peut traiter les sacs, les petits conteneurs et les bacs compatibles avec les systèmes de levage arrière. Il est particulièrement adapté aux zones où l'infrastructure de collecte n'est pas entièrement standardisée. Il permet également une intervention directe des opérateurs en cas de débordement.
Ces inconvénients sont une plus grande exposition du personnel et, dans certains cas, une vitesse de collecte plus lente. Le camion automatisé à chargement latéral représente un pas vers la mécanisation. Son bras ramasse les conteneurs standardisés et les vide sans que le conducteur ne quitte sa cabine. Cela améliore la sécurité et permet des tournées plus rapides lorsque les conditions sont optimales. Cependant, le système doit être bien organisé. Les conteneurs doivent être correctement orientés, dégagés et à portée du bras. La ville doit s'adapter au camion autant que le camion s'adapte à la ville. Les camions à chargement frontal sont largement utilisés pour les conteneurs de grande taille, qu'ils soient commerciaux ou collectifs. Leurs bras avant soulèvent le conteneur et le déchargent par le haut. Ils offrent une capacité et une efficacité élevées dans les zones à fort trafic. Cependant, ils nécessitent un espace de manœuvre suffisant et une hauteur sous plafond adéquate. Les câbles électriques, les branches, les auvents ou les toitures basses peuvent gêner leur utilisation. Il existe également des camions plus petits ou satellites. Ceux-ci sont utilisés dans les rues étroites, les centres historiques, les zones piétonnes ou les endroits inaccessibles aux gros compacteurs. Ces véhicules collectent les déchets et les transfèrent ensuite vers des unités plus importantes. Leur capacité est limitée, mais ils résolvent les problèmes d'accès. Les camions pour déchets recyclables peuvent avoir des conceptions spéciales. Certains sont équipés de compartiments séparés pour différentes fractions. D'autres compactent moins intensément afin de préserver les matériaux. Il existe également des véhicules dédiés au papier et au carton, au verre, aux conteneurs ou aux déchets secs mélangés. L'essentiel est d'éviter la contamination des matériaux recyclables. Les camions pour déchets organiques sont généralement équipés de conteneurs plus étanches, de systèmes de lavage et d'une meilleure gestion des liquides. La matière organique est lourde, humide et odorante. Elle se décompose rapidement, attire les insectes et produit du lixivia. Un camion conçu pour les déchets organiques doit mieux contenir cette charge et être nettoyé fréquemment. Les déchets encombrants, tels que les meubles, les matelas ou les appareils électroménagers, nécessitent une approche différente. Un compacteur standard peut être endommagé s'il reçoit des objets trop volumineux ou rigides. Pour ces matériaux, on utilise des camions à plateau, des grues, des semi-remorques ou des systèmes de chargement spécifiques. Certains objets encombrants sont démantelés ou broyés dans des installations distinctes. Les débris de construction constituent un cas particulier. Denses et abrasifs, ils peuvent rapidement dépasser les limites de poids autorisées. Un camion compacteur municipal n'est pas conçu pour transporter de grandes quantités de briques, de ciment ou de céramique. À cet effet, on utilise des camions bennes, des poids lourds ou des conteneurs de chantier. Mélanger les débris de construction avec les ordures ménagères réduit l'efficacité et peut endommager le matériel. Le choix du camion adapté dépend d'une équation complexe: densité urbaine, type de déchets, largeur des rues, climat, budget, réglementation du travail, infrastructure de conteneurs, distance aux installations de déchargement et habitudes de la population. Il n'existe pas de camion idéal pour toutes les situations. Chaque modèle répond à un besoin spécifique et présente certaines limitations. Dans les villes modernes, la tendance est aux véhicules plus efficaces, moins polluants et mieux connectés. Certains camions fonctionnent au gaz naturel, à l'électricité ou sont hybrides. L'électrification est pertinente car la collecte des déchets urbains implique des arrêts fréquents, des vitesses réduites et des itinéraires prévisibles. Un camion électrique peut récupérer de l'énergie au freinage et réduire le bruit lors des tournées de nuit. Les défis résidant dans le poids de la batterie, son autonomie, son coût initial et l'infrastructure de recharge. Des systèmes intelligents émergent également: capteurs indiquant le poids du chargement, caméras enregistrant les conteneurs obstrués, GPS confirmant les itinéraires, logiciels adaptant les itinéraires en fonction de la production réelle de déchets et conteneurs équipés de capteurs de niveau signalant lorsqu'ils doivent être vidés. La collecte ne dépend plus uniquement d'horaires fixes et s'oriente progressivement vers une logistique basée sur les données. Pour autant, la technologie ne résout pas le problème de fond. Les déchets restent lourds, humides, irréguliers et socialement inévitables. Chaque progrès technologique vise à réduire le coût du transport incessant des déchets produits par la ville. Le camion poubelle circule dans l'un des environnements les plus agressifs de la ville, non seulement en raison des conditions mécaniques, mais aussi des risques auxquels sont exposés les éboueurs. Ces derniers doivent faire face à la circulation, aux intempéries, au poids des déchets, aux odeurs, aux objets tranchants, aux surfaces glissantes, aux animaux, au bruit, aux mouvements répétitifs et aux déchets mal éliminés.
Parmi les risques les plus fréquents figurent les coupures et les perforations. Le verre brisé, les canettes ouvertes, les aiguilles, les métaux pointus et les fragments de céramique peuvent percer les sacs. Même avec des gants et des équipements de protection, un sac opaque représente toujours une incertitude. L'éboueur ne peut pas voir ce qu'il soulève. Cette invisibilité fait de chaque sac un pari risqué. Il existe également des risques biologiques. Les restes de nourriture en décomposition, les couches, les déchets sanitaires mal gérés, les animaux morts ou les matériaux contaminés peuvent libérer des bactéries, des champignons et des odeurs nauséabondes. Le contact ne provoque pas toujours de maladie, mais il renforce la nécessité de respecter les protocoles d'hygiène, de se faire vacciner, de se laver les mains, de porter des vêtements de travail et de trier correctement les déchets dangereux. La circulation constitue un autre danger majeur. Le camion s'arrête à des endroits où les autres véhicules ne s'attendent pas toujours à trouver des obstacles. L'opération peut se dérouler de nuit, sous la pluie ou dans des rues mal éclairées. Les opérateurs montent et descendent, marchent au ras de la chaussée et se déplacent autour d'une machine présentant des angles morts. Les caméras et les alarmes sont utiles, mais ne remplacent pas la vigilance. Les manœuvres en marche arrière sont particulièrement dangereuses. Un poids lourd a une visibilité réduite et nécessite de l'espace. De nombreuses réglementations visent à limiter les manœuvres de marche arrière ou exigent une assistance extérieure. Les capteurs de proximité et les caméras de recul ont amélioré la sécurité, mais des itinéraires bien conçus restent essentiels pour éviter les situations à risque. L'entretien d'un camion est une lutte constante contre l'usure. Les freins sont mis à rude épreuve par les arrêts fréquents. La transmission fonctionne par cycle à basse vitesse. Les pneus supportent des charges importantes et sont exposés aux bordures, aux nids de poules et aux débris. La suspension subit des chocs fréquents. Le système hydraulique fonctionne sous pression tout au long du trajet. La carrosserie est exposée à la corrosion interne. La propreté est plus qu'une simple question d'esthétique. Les résidus collants peuvent accélérer la corrosion, générer des odeurs persistantes, attirer les insectes et entraver les inspections. C'est pourquoi les camions sont lavés à l'eau sous pression et avec des produits adaptés. Les zones critiques comprennent les trémies, les joints, les réservoirs de lixivia, les plaques de compactage et les vannes. Une petite accumulation peut entraîner un problème mécanique ou sanitaire. Les fuites hydrauliques constituent des pannes graves. L'huile hydraulique permet au compacteur de se déplacer, mais en cas de rupture d'un flexible, le système est hors service et risque de contaminer le sol. De plus, l'huile sous haute pression peut être dangereuse pour les personnes se trouvant à proximité. C'est pourquoi les flexibles, les raccords, les joints et les vérins sont inspectés régulièrement. La corrosion est un ennemi silencieux. Les déchets organiques produisent des acides. Les liquides stagnants attaquent le métal. Dans les régions froides, le sel répandu sur les routes peut accélérer la détérioration. Une carrosserie corrodée perd de sa résistance et peut laisser fuir des liquides. C'est pourquoi la conception intérieure, le drainage et les revêtements protecteurs sont essentiels. Le mystère quotidien du camion poubelle réside dans sa robustesse. Peu de machines urbaines sont soumises à des conditions aussi difficiles, et pourtant, elles doivent fonctionner avec une régularité quasi parfaite. Si une excavatrice s'arrête, un chantier est retardé. Si un camion de livraison tombe en panne, une livraison est reportée. Si une flotte de camions poubelles s'arrête, la ville en ressent les conséquences en quelques heures. Les déchets n'attendent pas. La gestion des flottes s'efforce d'éviter ce genre de situation. Les opérateurs planifient la maintenance préventive, font tourner les véhicules, effectuent des inspections quotidiennes et procèdent à des réparations rapides. Un camion peut avoir une durée de vie de plusieurs années, mais celle-ci dépend de l'intensité d'utilisation, de la qualité de l'entretien et du type de déchets collectés. Deux véhicules identiques peuvent vieillir très différemment s'ils empruntent des itinéraires différents. La collecte des ordures ménagères allie routine et vigilance. Chaque jour, des mouvements similaires se répètent, mais un danger peut toujours surgir, un conteneur endommagé, une rue bloquée, un animal dans un sac, une batterie qui commence à fumer ou un chargement coincé. La routine du service masque une vigilance constante. Un camion poubelle révèle aussi le mode de vie d'une ville. La composition des déchets varie selon le quartier, la saison, le niveau économique, les habitudes de consommation, les jours fériés, la météo et les crises. Chaque chargement laisse une trace matérielle de l'activité humaine. Après les fêtes, les emballages, les restes alimentaires et les bouteilles augmentent.
Lors des déménagements, on trouve des meubles, du carton et des objets cassés. Pendant la saison de la taille, les déchets verts abondent. Dans les zones commerciales, les emballages prédominent. Dans les quartiers de restaurants, les déchets organiques sont nombreux. Dans les quartiers résidentiels, le mélange est plus varié. Les déchets constituent un registre silencieux. Les villes utilisent ces données pour planifier. Si une zone produit trop de déchets, il faudra peut-être ajouter des conteneurs ou augmenter la fréquence de la collecte. Si un circuit revient toujours peu chargé, il peut être réorganisé. Si une usine de recyclage est trop contaminée, des actions de sensibilisation, des mesures de contrôle ou des modifications du système peuvent être nécessaires. Le camion devient une source d'information mobile. Le poids quotidien des déchets reflète aussi les fluctuations économiques. Lorsque la consommation augmente, la production de déchets augmente généralement. En période de récession, la production de certains matériaux peut diminuer. Lors des confinements ou des changements d'emploi, les habitudes de production de déchets évoluent. On observe une diminution des déchets au bureau et une augmentation à domicile. Les livraisons à domicile génèrent davantage d'emballages, tout comme les achats en ligne. Les déchets reflètent les transformations sociales avant même que les statistiques puissent les quantifier. Il existe également une dimension environnementale profonde. Chaque sac chargé dans le camion représente des ressources extraites, de l'énergie consommée, des transports antérieurs et des choix de conception industrielle. Un contenant jeté ne commence pas son histoire à la poubelle. Avant cela, il y avait du pétrole, des minéraux, des arbres, de l'eau, de l'électricité, des usines, des camions, des magasins et la consommation. Le camion poubelle collecte le dernier chapitre visible de chaînes de production bien plus longues. C'est pourquoi la gestion moderne des déchets s'efforce de remonter la hiérarchie des déchets. D'abord réduire, puis réutiliser, puis recycler, composter ou valoriser énergétiquement, et enfin n'enfouir que ce qui est inévitable. Le camion participe à cette hiérarchie, mais il ne peut pas la résoudre à lui seul. Si la ville produit trop de déchets mélangés, la machine ne fait que déplacer le problème. Si le tri est efficace et que les usines fonctionnent correctement, le camion s'intègre à une économie circulaire. Il existe une tension constante entre commodité et responsabilité. Déposer un sac dans la rue est facile. Concevoir un système qui transforme des millions de sacs en matériaux recyclables est complexe. Cela nécessite des infrastructures, une réglementation, une éducation, des technologies et des marchés pour les matériaux recyclés. Le camion est la partie visible du système, mais pas son seul élément. Une mauvaise gestion des déchets révèle les défaillances urbaines. Conteneurs débordants, sacs déchirés par les animaux, liquides dans la rue, collecte irrégulière ou décharges sauvages indiquent un dysfonctionnement du système. Le problème peut résider dans la fréquence de collecte, le contrôle, le budget, la responsabilité citoyenne ou la capacité de traitement. Les ordures mettent toujours en lumière ce que l'administration tente de dissimuler. À l'inverse, une collecte efficace des ordures crée une illusion de disparition. La rue est propre et le problème semble résolu. Cette illusion est nécessaire au quotidien, mais aussi dangereuse. Si quelque chose disparaît trop vite de notre vue, on risque de ne plus y penser. Le camion poubelle opère précisément à la frontière entre le visible et le niais. Sa conception répond à un besoin pratique. La ville moderne produit plus de déchets qu'elle ne peut en traiter. Il lui faut des machines pour les éliminer avant qu'ils ne s'accumulent. Mais à chaque fois que le compacteur se referme, une question plus vaste est également résolue: quels matériaux étaient réellement nécessaires? Lesquels auraient pu être évités? Lesquels auraient pu être réintégrés au cycle de production? Lesquels resteront enfouis pour des générations?